Nous sommes toujours dans l'exploration d'un esprit dialogique, d'un esprit qui aurait la capacité de parler avec lui-même, les modélisations d'un esprit dialogique dans la psychologie occidentale. Je vous avais proposé il y a quelques semaines que ce cours que j'avais prévu en 2 parties, de le faire en 3 parties. Et puis en préparant ce que j'ai préparé aujourd'hui, je me suis dit qu'on va le faire en 4 parties. Et ce cours est lui-même dynamique. Une partie de ce cours a été préparée avec des personnes qui font partie de votre groupe. Je suis plus très à l'aise à dire groupe d'étudiants, parce que je trouve ça très bizarre en fait comme appellation. Alors, notre groupe de gens qui sont présents ici. Antoine Poirier et Clément Appelian, merci beaucoup, je ne sais pas, Clément tu es là, Antoine je ne sais pas où tu es, qui m'ont aidé à préparer ce cours, et ça a remodelé en fait la structure du cours, donc il y a des éléments nouveaux, et je voudrais aujourd'hui faire un focus dans cette idée d'esprit dialogique, sur la notion de cartographie de l'esprit. Jusqu'ici on a vu un esprit qui a une capacité de discuter avec lui-même, et ce que je voudrais soulever comme question, c'est où est-ce que ça se passe dans l'esprit ? Et s'il y a des lieux, je vous renvoie à ce qu'on a dit il y a quelques semaines sur Freud, qui proposait l'idée de topos, des lieux, une géographie de l'esprit. S'il y a des lieux, quelles sont les propositions modernes, depuis la deuxième moitié du XXe siècle, quelles sont les propositions modernes pour parler de lieux de l'esprit? Quels sont ces lieux et quels sont les modèles qui nous permettent de situer l'esprit dans ces mécanismes dialogiques? Je ne sais pas si je suis clair quand je raconte ça. Ça va ? Et la prochaine fois, on fera une synthèse de tout ça, de ces 3 cours, et je ferai quelques propositions d'une refonte conceptuelle qu'on vous a proposée. Alors, comme toujours, le plan du cours. Je ne sais pas où tu es, Thomas. Ça va me... Je pense qu'à chaque fois que je préparais le plan du cours, ça va me faire penser à toi. Ok. Aujourd'hui, les écoles autour de Palo Alto, Virginia Satir, Robert Dills et Stephen Gilligan, avec leurs utilisations en systémique et en coaching. Ensuite, on va regarder la hiérarchie des besoins de Abraham Maslow. C'est un concept qui est bien connu chez Maslow. Et on va aussi parler des expériences paroxystiques. En anglais, peak experience. On va rester sur ce vocable-là. Encore une fois, chez Maslow. On va regarder le travail de Claire Graves et ses successeurs, Don Beck en particulier, une évolution psychique cyclique et des travaux plus récents qu'on appelle spirale dynamique. On va parler d'autres cartographies de l'esprit qui viennent de travaux occidentaux mais inspirés d'Inde et de traditions chamaniques, les travaux de Wolinski et Hugeli. On va parler d'un outil assez étrange, l'énéagramme de personnalité, qu'on va présenter brièvement aujourd'hui. Et enfin, et j'aimerais y consacrer la majeure partie de ce cours, je voudrais présenter 2 pensées de Stanislav Grof, les systèmes dits COEX, des condensés d'expérience, et les matrices périnatales fondamentales. Bah ouais, c'est dense, hein. Je ne sais pas combien de temps on va prendre, mais on va essayer de faire tenir tout ça en 1 heure, 1 heure et demie. Je ne sais pas si ça va être possible. Et puis, si on n'a pas eu le temps, on gardera Grof pour la semaine prochaine. Alors, tout d'abord, voilà, je vous montre la carte. Je n'ai pas grand chose à dire dessus. Le travail de Virginia Satir, on avait à peu près fini sur ça il y a 2 semaines. Donc, je trouvais ça bien de reprendre sur cela aussi. Virginia Satir reprend la métaphore de l'iceberg qui a été utilisée par Freud, en nous disant qu'à la surface de ce que dans leur modèle on peut appeler le conscient, à la surface, il y a les comportements, et puis ces instances, ces stratégies de survie pour réagir au stress qu'on avait présentées l'autre fois. Ça, ce serait à la surface du conscient. Et puis en dessous, par strates, c'est la proposition de Virginia Satir en tout cas, les sentiments, c'est intéressant le mot feelings en anglais, parce que vous voyez, feelings about feelings, un peu difficile de le traduire en français. Les sentiments, les sensations. Et puis dans ma traduction, les impressions que nous font ces sensations, les décisions qu'on peut prendre sur cette base-là. En dessous, les perceptions, avec dedans les croyances, les présupposés. En dessous, les attentes. Il y a une subtilité dans cette histoire d'attente. Attente, ce qu'on attend pour soi et ce qu'on attend de soi. Reste à voir quel est le « on » dans cette phrase-là. Ce qu'on attend pour l'autre et ce qu'on attend de l'autre.
En dessous encore, les motivations et les désirs. On utilise souvent le terme drive en anglais et ça a l'air de rentrer dans le vocabulaire français. Qu'est-ce qui nous drive? Qu'est-ce qui nous oriente? Qu'est-ce qui nous dirige? Et encore en dessous de tout ça, la notion d'un soi. Je ne vais pas passer beaucoup plus de temps sur ça. Et puis, à la suite de Virginia Satir, de Fritz Perls, de Erikson, etc., il y a les travaux de Bateson, l'école de Palo Alto. Alors je dis à la suite, mais bon, c'est un petit peu mélangé au niveau chronologique tout ça. Je voulais vous présenter le travail de Bateson. En fait, il est très compliqué. Je pense qu'il est peut-être légèrement dépassé. Et en tout cas, pour le présenter, ça aurait demandé beaucoup de précision. Donc j'ai choisi de directement passer au modèle de Robert Dills, qui s'appelle les niveaux logiques. Alors ceux qui ont étudié ici hypnose, PNL connaissent bien ces modèles. L'idée, c'est de voir à quoi on s'identifie. En plusieurs types de questions. À quoi est-ce qu'on s'identifie et quand on est pris dans une problématique ou dans une intention, à quel niveau logique ça se place? Alors on peut le faire en termes de questions. C'est où, c'est quand, c'est quoi, c'est comment, pourquoi on le fait, c'est qui et c'est pour qui d'autre. Une autre façon de le présenter, elle est ici. Les environnements, les comportements, les capacités, les valeurs et les croyances, l'identité, a priori auto-identification, et puis le niveau qu'ils appellent spirituel. Dans certaines écoles, on propose comme remplacement l'idée d'une mission de vie, ce qui peut être au-delà de soi. Alors pourquoi cette échelle? Eh bien parce que ça aussi on peut le voir comme une... Je vais vous le laisser en grand peut-être. Ça aussi on peut le voir comme une cartographie de l'esprit. Ce que je suis en train de vivre là, c'est à quel niveau? Et ce qui dialogue à l'intérieur de moi, c'est à quel niveau? On a vu l'autre fois qu'on peut avoir... C'est une façon de le dire, en tout cas, on peut avoir des sous-personnalités qui sont en conflit ou qui essayent d'aller dans la même direction, mais avec des stratégies opposées. Ça peut se décliner à ce niveau-là. Il peut y avoir, peut-être si je ne dis pas sous-personnalité, il pourrait y avoir une de mes capacités qui est en conflit avec une de mes croyances et une de mes valeurs. Par exemple, je me sens tout à fait capable de sortir dans la rue et de discuter avec un inconnu, mais peut-être qu'au niveau de mes valeurs, je me dis, oui, mais j'ai pas vraiment le droit de faire ça parce que c'est intrusif pour l'autre. Il peut y avoir un choc à cette rencontre-là. L'exemple est un peu nul, en fait, mais je pense que vous comprenez l'idée générale. Si je ne vais pas le développer, si on le développe, il faudrait vraiment parler en longueur. Vous avez les ouvrages de référence pour regarder. Et puis, pour ceux qui veulent aller encore un petit peu plus loin, il y a une correspondance claire. Robert Dills, dans son ouvrage, quel est l'ouvrage? Dans un ouvrage de 2008, Robert Dills indique comment il s'est servi des travaux de Gregory Bateson pour créer ces niveaux logiques. Alors, c'est pas souvent dit que ça vient de Bateson, et je trouvais ça intéressant de montrer la correspondance entre les deux niveaux. Des modèles plus récents, les modèles de Stephen Gilligan. Stephen Gilligan propose que l'intelligence pourrait être déclinée en 3 intelligences. Alors, comment c'est en anglais? Je vais vous le dire peut-être avec mes mots, peut-être avec les deux. Cognitive mind, intelligence mentale. Somatic mind, intelligence du corps. Et intelligence du champ relationnel. On dit souvent intelligence du cœur. C'est là qu'on voit que c'est très réduit en fait comme idée. Et c'est ça qui est intéressant dans cette idée de cartographie, c'est que Stephen Gilligan propose cette idée, 3 intelligences dans 3 niveaux de conscience possibles. Alors, regardons un petit peu. J'ai voulu traduire ça. Je me suis dit c'est tellement plus intéressant de le garder en anglais. Un niveau de conscience primitif, alors je vais vous proposer une traduction là ici, mais je voulais garder les termes anglais pour ce document. Un niveau de conscience primitif, il y a l'idée d'une totalité, mais elle est inconsciente. Il y a un champ, au sens champ relationnel, mais sans attention. Un niveau de conscience qu'il appelle ego, là a priori ça va être plus proche de ce qu'on expérimente nous au quotidien. Il y a quelque chose qui est conscient, mais qui se vit comme étant séparé. Je ne sais pas comment on fait pour traduire separateness, séparation dynamique, séparation active. Il y a quelque chose qui est conscient mais qui se vit comme séparé. Et il y a un phénomène attentionnel, mais sans conscience d'un champ relationnel, sans conscience que nous sommes en interrelation. Ça a priori, ça me semble plutôt bien à ce qu'on expérimente au quotidien. Et puis, un 3e niveau de conscience possible qu'il appelle génératif.
Là, il y a une conscience qui se vit comme différenciée d'un principe englobant, d'un tout. Il y a une conscience qui sait qu'il y a le tout, mais qu'elle est différenciée du tout. Autre façon de le dire, les parties et l'ensemble sont présentes simultanément. Et là, ça c'est intéressant parce que ça nous renvoie directement à ce qu'on a vu sur les modèles de sous-personnalité, dans toutes ces modélisations qui proposaient des résolutions. Les modèles de Vargiu qui faisaient arriver jusqu'à une forme d'un grand soi intégratif, un supraconscient. Les modèles de Hall et Silverstone qui faisaient arriver un aware ego, un soi plus attentif. Et je vous ai dit la difficulté pour moi de traduire ces mots-là. Et on retrouve vraiment cette idée ici. En tout cas, je pense que les connexions peuvent se faire. Donc voilà pour les travaux de Gilligan. Là aussi, vous pouvez les creuser. Je vous ai indiqué l'ouvrage de référence. Trois intelligences localisées, multipliées par 3 niveaux de conscience possibles. Donc ça fait 9 possibilités. C'est très intéressant d'aller regarder les différentes combinaisons et de se dire où est-ce que j'en suis là, moi, vis-à-vis de tout ça. Et ça peut donner une clé, un prisme, un décodeur pour les personnes qu'on accompagne, pour ceux du moins qui sont pris dans l'accompagnement, de voir cette forme de cartographie en 9 régions. Où en est la personne quand elle exprime quelque chose vis-à-vis de cette question-là? Si vous essayez, vous verrez, c'est assez intéressant. Ça va jusqu'ici? Ok. Je te laisse répondre. Ok. La hiérarchie des besoins chez Abraham Maslow. Abraham Maslow a... Vers une psychologie de l'être en français, pardon. Et en anglais, Toward the Psychology of Being. Et encore une fois, il y a une petite erreur ici. Being, pas au sens de l'être. L'apostrophe être, l'être humain. Being au sens de... Exister, ER. Exister, ER. Alors, il y a des gens qui ont traduit ça en disant il y a l'être et il y a l'étant. Celui qui est. C'est pas très joli comme terme. Mais voilà, plutôt que de chercher une traduction, je ne réfute pas celle qui a été donnée ici, il fallait bien en poser une à un moment. C'était dans la fin des années 60. Je pense qu'aujourd'hui, ça vaudrait le coup de revisiter un peu ce truc-là, parce qu'on passe à côté de ce qui est dynamique. Being, avec la structure en ING, on est quand même dans quelque chose, à ma compréhension en tout cas, qui se déploie. Quels sont donc les besoins qui, d'après Maslow... alors je vais refaire cette phrase. D'après Maslow, nous avons des besoins, et s'ils ne sont pas satisfaits, il y a quelque chose qui cloche. Ça va pas, quoi. Alors, vous pouvez faire le parallèle avec ce qu'a présenté Lama Phuntsho la dernière fois, un état d'insatisfaction fondamentale. Encore une fois, un peu de prudence sur les parallèles. En tout cas, c'est quand même une expérience qu'on peut tous faire, que quand on a un besoin, on a vraiment besoin qu'il soit satisfait, et il n'est pas satisfait, c'est un peu frustrant, ça irrite un peu, quoi. Vu les têtes que vous faites, ça a l'air de vous parler. Alors, attention ici sur l'idée de satisfaction des besoins. Il y a 2 possibilités dans ce truc-là. Soit j'ai faim, pour revenir à un niveau très basique, soit j'ai faim, je mange et donc je suis satisfait de ce truc-là, soit j'ai faim et j'ai une autre alternative que manger, c'est de me dire je mangerai plus tard. Là, je peux faire une certaine forme de travail sur moi, encore faut-il savoir le faire, parce qu'il y a des gens à qui ça pose des gros problèmes de ne pas savoir le faire, mais je peux faire un certain travail pour moi et me dire le repas c'est dans 2 heures, et ce besoin est en soi là maintenant satisfait. Donc, satisfaction des besoins chez Maslow, ça ne veut pas dire se sentir dans une frustration et combler, remplir une espèce de vide. L'idée n'est pas là. Néanmoins, il y a l'idée que si tous ces besoins sont satisfaits, eh bien ça va permettre ce que Maslow appelle l'accomplissement. Et dans l'accomplissement, on va retrouver des choses qui, pour chacun, ont l'air assez sympas, comme la plénitude, la sérénité. Ça ne veut pas dire être tout mou, comme ça peut être très actif, mais quelque chose qui est tranquille, même si c'est très vif, quelque chose qui trouve de la tranquillité. Autrement dit, une absence de souffrance. Alors, quels sont ces besoins ? C'est assez simple. Les besoins physiologiques, donc les besoins fondamentaux, boire, manger, dormir, se reposer,
La sexualité, avoir de la chaleur, l'excrétion, c'est souvent oublié, mais si on ne peut plus sortir je sais pas comment ça s'appelle, les substances, quoi, le corps s'empoisonne très vite, en fait. Comment tu dis? Les excréments, voilà, c'est ça. Donc ça fait partie aussi des fonctions fondamentales. La respiration aussi, là on est vraiment dans les besoins vitaux. S'il n'y a plus ces choses-là, c'est la mort en peut-être quelques minutes pour la respiration, ou peut-être quelques heures ou quelques jours pour... Sexualité. La respiration après la sexualité, quand même. La sexualité, on tiendra quelques heures. Est-ce qu'avec la sexualité, on peut tenir quelques heures? Ouais. Et bien justement, ça vaut le coup de regarder. Là, on est dans une notion, et il y a eu cette polémique entre moi et Antoine quand on a préparé ce cours. On se rend compte que le mot sexualité dans les années 50-60 et le mot sexualité aujourd'hui, ça sous-entend pas tout à fait les mêmes choses. Peut-être parce que dans les années 60-70, il s'est passé un truc vachement important qui a changé notre relation à ce mot-là. Peut-être, hein, ça pourrait faire sens. En tout cas, ce qu'on semble comprendre, c'est qu'il y a à la fois l'idée d'un besoin vital de procréation qui passe à travers l'être humain et qui, bien sûr, le dirige. C'est quand même évident. Enfin, celui qui nie ça, je pense que c'est assez inquiétant. Mais chacun fait ce qu'il veut, voilà. On peut le nier, pourquoi pas, mais il y a un autre point, c'est le besoin d'affection. Le besoin d'affection, qui, de ce que nous étudions, semble contenu dans ce mot. Et là, ça, ouais, je pense qu'il est bien possible que ce soit un besoin physiologique. Mais vous pouvez vérifier dans les écrits de Maslow et vous faire votre propre idée. Premier niveau de besoin, des besoins physiologiques. Deuxième niveau, un besoin de sécurité. Besoin que le corps soit en sécurité, que la santé soit en sécurité. Là, on est toujours dans un niveau physique. Et puis, besoin d'une sécurité au niveau social. Besoin d'avoir un toit où dormir, besoin d'avoir la sécurité qu'on aura de quoi manger le mois prochain. Donc ça, a priori, ça s'appelle de l'argent et un emploi. Besoin d'avoir des ressources. Ensuite, je vais accélérer un peu sur ces questions-là. Un besoin d'appartenance. Là, on est dans un niveau beaucoup plus social. On peut le décrire un petit peu, le besoin d'avoir une famille, le besoin d'avoir des amis, le besoin d'avoir des groupes sociaux, le besoin d'avoir une intimité sexuelle, là on voit que c'est plus le même terme, le besoin d'avoir de l'affection et de l'amour par autrui. Là on est beaucoup plus dans le domaine du social. Et puis, niveau supérieur, un besoin d'estime, besoin d'être reconnu, besoin que les gens nous fassent confiance et d'avoir confiance en les autres. Besoin d'être respecté, besoin de respecter les autres. Besoin d'un concept qui est né dans ces années-là, besoin de ce qu'on appelle l'estime de soi. Self-esteem en anglais. Traduit par estime de soi, mais on pourrait le traduire par estime automatique. C'est pas spécialement s'estimer soi-même, quoi. C'est qu'il y a de l'auto-estime. Et ça change vachement le sens du concept. Et puis, le dernier niveau pour Maslow, un besoin d'accomplissement. Besoin d'avoir l'impression qu'on s'accomplit. Alors peut-être pas par des grandes choses, hein, s'accomplir parce qu'on peint une peinture et qu'on se dit « Elle est moche ma peinture !» Mais elle est super cette peinture. Voilà, ça m'a fait tellement plaisir en fait. Là on retrouve la spontanéité, la créativité, l'absence de préjudice. Ça a l'air sympa cette absence de préjudice, l'acceptation. Alors, résumons rapidement cette idée. Satisfaire, pour atteindre un accomplissement, les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, les besoins d'estime et les besoins d'accomplissement. Et pour Maslow, si tous ces besoins sont satisfaits, il n'y a plus de problème. Et la vie est tranquille. Même si elle est pénible, elle est quand même tranquille. Alors une proposition, on dit souvent la pyramide des besoins de Maslow. Or, dans mes recherches, ce que j'ai compris, c'est que, j'ai noté ici, Maslow s'est opposé à l'idée de cloisonner les niveaux. Il disait les niveaux s'interpénètrent les uns les autres. Par exemple, là on voit ici, on est dans un diagramme dynamique. Par exemple, le besoin d'estime, par exemple, 4e niveau, sous-entend les 3 autres. Les 3 autres sont compris dedans. Parce qu'un besoin d'estime, si on se sent physiquement en insécurité, parce qu'on se sent poursuivi par quelqu'un avec un couteau, le besoin d'estime, là, il vole en éclats. Hein. À ce moment-là, on n'est plus du tout dans ce truc-là. Et c'est pas qu'on chute, c'est que comme le besoin de sécurité n'est pas inclus dans notre besoin d'estime, le besoin d'estime va s'effondrer. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. En gros, ils s'interpénètrent les uns dans les autres. C'est pas j'en établis un et ça y est, j'ai tout établi, je peux passer au niveau d'au-dessus. C'est qu'ils fonctionnent ensemble, comme une unité.
Mais si les niveaux supérieurs ne sont pas là, on va revenir à un niveau inférieur et il va y avoir de plus en plus de difficultés, de plus en plus de souffrances, de plus en plus de pathologies. Donc, la satisfaction d'un besoin d'ordre inférieur entraîne un besoin d'ordre supérieur. Faire simple, maintenant que j'ai plus faim, j'ai besoin de me sentir en bonne santé. Maintenant que je me sens en bonne santé, j'ai besoin d'avoir des gens autour de moi. Maintenant que j'ai des gens autour de moi, j'ai besoin d'être reconnu, par exemple. Et maintenant que je me sens reconnu, j'ai besoin de déployer ma spontanéité pour faire youpi, c'est cool en fait. Spontané. Alors ça a l'air con des fois comme ça, mais tout ça nous mène à un niveau extrêmement profond qu'on appelle que Maslow appelle transpersonnel, où on va retrouver des états assez particuliers. Est-ce que c'est clair pour ce point-là ? Des états assez particuliers pour Maslow qu'il appelle peak experiences. Des expériences paroxystiques. Des expériences à leur paroxysme. Alors c'est un terme qu'il a mis pour quelque chose qui est très précis. Je vous ai synthétisé ici les 18 points qu'il prend comme description de ce qu'il appelle peak experiences. Un peu plus grand, ouais. Alors, résumons-en quelques points. Je le répète, ce sont des expériences qui, d'après lui, arrivent quand ces 5 besoins sont satisfaits. Pas satisfaits parce qu'on a comblé un vide, ça peut être aussi satisfait parce qu'on a supprimé le fait que nous manquaient ces choses-là. Est-ce que ce point est clair ? Ok. Ce qui veut dire que la suppression du besoin avec le désir, etc., ou la satisfaction du besoin vont mener au même endroit. C'est un point assez important. Alors, quelques descriptions rapides des peak experiences. Perception d'une unité. Détachement et oubli du moi, où le monde ne va plus être perçu en fonction de mes désirs, de mes besoins et de mes motivations. L'attention, le processus d'attention focale, arrive à se concentrer entièrement et exclusivement sur l'objet de connaissance disponible. Par exemple, se concentrer sur la pointe d'une bougie dans la méditation, ou dans des expériences spontanées, l'impression que toute cette scène est l'unique point de concentration focale. Rien ne me disperse. Quelques autres descriptions. La capacité d'aimer, de ne pas condamner l'autre, d'accepter avec humour le monde tel qu'il est et les êtres tels qu'ils sont. Ça génère un petit ricanement, parfois. Pas de classification des êtres, pas de lui, il est comme ceci, il est comme cela, mais la prise en compte que l'individu que j'ai en face de moi est tel qu'il est dans son individualité. Je rajouterai des termes personnels à cette idée-là, qu'il est unique et exceptionnel et magnifique cet être tel qu'il est là maintenant, quand bien même il est pénible et irritant et qui me casse les pieds, qui me fait sortir mes émotions, mais voilà, qu'on ne classifie plus, on ne juge plus. Quelques autres expériences, quelques autres traits de caractère de cette expérience, une suppression totale de toute peur, de toute anxiété, de toute inhibition, au sens inhibition sociale. Là, on pourrait dire, par exemple, prenons un contre-exemple. Pour cette ligne, on pourrait dire, un bon litre de bière, et puis il n'y a plus d'inhibition, de peur et d'anxiété. Admettons, mais l'attention n'est pas entièrement et exclusivement concentrée sur l'objet de connaissance, avec un litre de bière, et il n'y a pas spécialement cette idée de perception d'une unité non plus. Vous voyez, c'est quand on assemble tous ces concepts qu'on arrive sur peak experiences. La réaction émotionnelle, vous allez me dire, vous êtes d'accord avec moi, je trouve que ça fait vraiment envie cette idée. La réaction émotionnelle a une saveur de merveilleux, de crainte qui génère de l'humilité, un profond respect de l'abandon face à quelque chose d'immensément grand. Ça a l'air sympa, non ? Tous les matins. C'est vrai ? Tous les matins ? C'est comme ça que vous allez. Quelle chance. Peak experiences le matin. Ça se programme en auto-hypnose, non ? Alors oui, c'est intéressant ce que tu ajoutes là. Est-ce qu'on peut programmer ça en auto-hypnose ? On est dans une idée, cette présentation de ce soir est dans une idée de cartographie de l'esprit. Je suis en train de faire un zoom sur une petite zone. Et est-ce qu'avec des mécanismes hypnotiques, on peut programmer cela, engendrer cela, orienter l'esprit vers cela ? Prouvons-le si cela est possible. Voyons voir.
Et aussi l'impression que l'expérience se suffit à elle-même, que l'expérience n'est pas un moyen pour atteindre autre chose. Par exemple, ce que nous faisons ce soir, c'est une expérience pour atteindre autre chose. Moi, par exemple, dans mon rôle de coordinateur de recherche, qui pose des bases psychologiques, philosophiques, vous qui venez chercher quelque chose, peut-être partager à ce projet, ou juste venir chercher de la connaissance, eh bien, c'est la question. Pourquoi l'expérience elle-même n'est pas une fin en soi, elle est un moyen pour autre chose. Et dans le peak experience, il y a la sensation de, ok, là, c'est le truc, c'est tout. Voilà, c'est un peu naze quand on met des mots dessus. Mais néanmoins, quand on est dans l'expérience, et pour avoir vérifié ça par moi-même, c'est très exactement ce que l'on ressent. Il n'y a rien à ajouter, que tout cela n'est pas dans le but d'amener quelque chose. Alors voilà, j'avais choisi d'en lire juste quelques-unes pour aller vite. Vous pouvez lire les 18, vous pouvez vous référer à son travail où il va les détailler vraiment en profondeur, c'est assez saisissant. Deux petites informations sur ça. Il a mis au point ce travail en faisant des sondages sur des groupes d'étudiants où il leur demandait quels sont les éléments... Excusez-moi. Comment pouvez-vous décrire et classifier l'expérience des meilleurs moments de votre vie? Et c'est sur la base de ces questionnaires-là qu'il a décrit tous ces types d'expériences. On demandait à des étudiants, là, on n'allait pas voir des grands yogis ou quoi que ce soit. Et ce qui a beaucoup surpris Maslow, c'est d'ailleurs assez amusant, dans son ouvrage, il dit « c'est un peu embarrassant ce que nous avons découvert ». C'est en 68. Voilà, c'est un peu embarrassant. Ce qu'il a découvert, c'est que c'est exactement les mêmes descriptions que les expériences mystiques de toutes les traditions mystiques. Alors il renvoie sur les traditions dont nous avons déjà parlé, non-dualistes, etc. Il renvoie sur le brillant travail de Aldous Huxley sur la philosophie éternelle, travail qui cherchait le lien commun entre les expériences mystiques des différentes traditions. Or, ces étudiants, ce n'étaient pas des grands mystiques qui faisaient, je ne sais pas moi, qui étaient enfermés dans des grottes pendant 12 ans ou qui faisaient du yoga 8 heures par jour, vous voyez. Donc, il semblerait qu'il y ait quelque chose d'accessible par différents moyens. Et pour les moyens, eh bien, on en parlera une autre fois, puisqu'aujourd'hui, on est plutôt dans la cartographie. Ce serait sympa qu'on dise les moyens tout de suite. Voilà. Eh ben... Alors, quelles conséquences quand se génère une peak expérience? Là, si j'en ai fait une liste, on peut en dire quelques-uns. Effet thérapeutique, disparition des symptômes. Ça a même été observé en psychologie clinique, disparition de pathologies type névrose forte, psychose, etc. Assainissement de la perception de soi-même. Modification de la façon de voir les autres et de la façon de voir le monde. Libération soudaine de la créativité, de la spontanéité qui jaillissent à travers l'être, etc., etc. Donc si on résume en quelques mots le travail de Maslow, quand 5 niveaux de besoins sont satisfaits, alors naturellement se génèrent des expériences dites paroxystiques, qui ont l'air d'être plutôt sympas, qui sont celles que nous venons de décrire. Ça va jusque-là? Well. Alors je rentre ensuite dans les sujets que j'ai préparés avec Antoine et Clément, qui ne sont pas des sujets que je prétendrais maîtriser, loin de là, mais qui sont des cartographies de l'esprit très intéressantes. Le travail de Claire Graves, quelqu'un dont presque personne ne connaît le nom, et pourtant, quand on regarde son travail au détail, quel génie! À la fin de son œuvre, Maslow meurt en 1970, et à la fin de son œuvre, Maslow dit « Le travail de Graves, c'est ça que je voulais dire et que je voulais faire. » Mais Graves s'est évidemment inspiré de Maslow. Donc on est dans la suite logique. Maslow a reconnu dans le travail de Graves l'aboutissement et la conclusion finale de son travail. C'est quand même pas rien quand on sait à quel point Maslow a influencé la psychologie occidentale. L'idée de Claire Graves, l'idée clé, c'est que l'évolution au sens darwinien, l'évolution des espèces, n'est pas qu'une évolution biologique, physique, avec les molécules, les atomes, les cellules et tous ces ensembles incroyablement complexes et intelligents d'agrégats de cellules jusqu'aux organes, etc. L'évolution n'est pas que... Enfin, organes.
organes, puis les poissons, les reptiles, les mammifères et nous, chers amis. L'évolution n'est pas que physique, l'évolution est aussi psychique. Il y a une évolution, alors on pourrait dire de la conscience, c'est pas le mot qu'il a choisi, il y a des niveaux d'évolution, des niveaux psychiques d'évolution de l'existence, à plusieurs échelles. À l'échelle d'un groupe d'individus, allez, disons un banc de poissons, un groupe de singes ou une société auto-organisée féodale, d'humains, je veux dire. À l'échelle d'un groupe d'individus, il y a une évolution d'organisation psychique. À l'échelle de la vie d'un individu, on ne va pas parler des poissons et tout ça, on va plutôt dire à l'échelle de l'individu d'un être humain, c'est son évolution, sa maturité psychique, les étapes par lesquelles il va passer. Alors je dis il va passer, je devrais dire il pourrait passer, mais d'après Claire Graves, ce sont les étapes par lesquelles il va passer. À chacun de vérifier si son travail est valide ou invalide. Alors on va le dire en quelques étapes. Je le lis, hein, mais... Premier niveau, assurer sa survie par ses instincts. Second niveau, se sentir en sécurité et en lien avec des puissances spirituelles et des traditions. Troisième niveau, assurer la domination par la force. Le quatrième, contrôler ses impulsions en suivant un ordre, une loi. Le cinquième, assurer la réussite personnelle et matérielle. Le sixième, trouver l'amour, la paix et l'appartenance par l'égalité et le partage. Et le septième, c'est là que c'est un petit peu complexe, parce que le septième devient une répétition du premier, mais laissons ça de côté. Le septième, être fonctionnel par l'indépendance et le savoir. Il manque un, non. Et le huitième, participer à la survie de la planète par la vision et l'action globale. Alors par exemple, l'organisation de notre société occidentale, elle est ici, à peu près, hein, et elle est en train d'essayer d'aller au niveau d'après. Ah, je ne peux pas le faire. Voilà, niveau orange, là, assurer la réussite personnelle et matérielle, là, ça, on sort un peu de ce truc-là. Et elle irait, au conditionnel, vers le niveau suivant. Trouver l'amour et la paix, je ne sais pas, mais en tout cas, l'égalité, le partage et l'appartenance, on s'y retrouve bien, en fait, ces dernières semaines, sur ces questions-là. Comment faire pour trouver tout ça ? Nous sortons historiquement de quelque chose qui était plutôt dominé par l'idée de créer un ordre, une loi, pour contrôler les impulsions. Alors là, on pourrait parler du début de la République, on pourrait parler aussi de la monarchie et de l'ordre. Je vais m'engouffrer dans quelque chose que je ne maîtrise pas, mais on pourrait parler de... Quand le pouvoir et l'Église n'étaient pas séparés, par exemple, l'idée de contrôler ces pulsions, de créer une loi. Avant, on était peut-être dans quelque chose d'un peu plus dominateur, des guerres sans cesse entre des peuples très proches. Et encore avant, quelque chose de plus tribal. Et encore avant, quelque chose de juste dans le combat pour survivre. Donc on voit qu'au niveau de l'organisation des sociétés, ça dessine quelque chose qui a l'air d'être assez juste. On voit aussi, si on regarde à l'échelle des sociétés actuelles, tout le monde n'est pas au même niveau. Alors je vais pas dire, après tout, pourquoi pas... On va pas dire ce que j'en vois. Par exemple, en Scandinavie, ils sont déjà passés sur ce niveau-là. Comme je ne voudrais juger personne, à d'autres endroits, on est encore très dans ma réussite personnelle, mon confort matériel pour moi. Et puis, il y a d'autres peuples, d'autres organisations ou d'autres clans à l'intérieur de certains peuples qui sont déjà passés sur ce sixième niveau. Ça vous paraît clair ce que je raconte ? Ok. Alors, à l'échelle des sociétés, on comprend à peu près, bien figurez-vous, chers amis, que ce schéma fonctionne aussi à l'échelle de l'individu. On retrouve bien sûr le travail de Maslow dans le départ. Accomplir les besoins d'abord de survie biologique, ensuite les besoins d'être en sécurité, et puis après, ça bifurque légèrement. Donc là, on pourrait faire un lien avec les premiers stades de la vie, on pourrait faire un lien avec l'évolution chronologique de notre vie, mais on peut faire aussi un lien avec ce qui se passe à l'échelle d'une journée. Parce qu'encore une fois, si ma survie n'est plus mise en jeu, trouver l'amour, la paix, l'appartenance et l'égalité, franchement, je m'en fous, j'ai juste envie de partir en courant, quoi.
Vous voyez le truc? Et là, on voit des espèces de mise en abîme temporelle. C'est vrai pour moi à l'échelle d'une journée, c'est vrai pour moi à l'échelle de la vie, c'est vrai pour... c'est vrai pour ce que je représente en tant que flux de ascendance-descendance. Mon grand-père, ma grand-mère et mes petits-enfants, c'est quand même important ces histoires-là aussi, parce que nous sommes... bon bref, on va partir dans des propos comme ça à cette heure-ci. Vous voyez de quoi je parle? Ce qui passe à travers nous. Et là, on pourrait se dire, oui, un truc biologique, un courant de vie biologique. Et c'est là que Claire Graves dit, non, l'évolution n'est pas qu'un courant de vie biologique. Il y a aussi une évolution psychique qui passe par des étapes, et je suis un maillon de cette étape, à cette échelle-là. Clair comme ça? Ah, bah, je pensais pas. Oui. Parmi toutes ces, on va dire, étapes, on a l'impression, j'ai l'impression d'une chronologie, on va dire, logique, mais dans leur théorie, le développement s'amène justement chronologiquement, parce que moi j'ai l'impression des fois que ça peut être assez désordonné, alors c'est peut-être ça qui crée des dysfonctionnements, où leur théorie disait obligatoirement on passe par l'étape 1 et après l'étape 2, parce que par exemple dans la pyramide de Maslow, il peut y avoir des gens qui vont directement se projeter dans une spiritualité sans avoir des instincts primaires ou secondaires, peu importe, je ne la connais pas très bien, de non résolus, où ils considèrent que ça vient par étapes obligatoirement. Ok, deux réponses. Ils considèrent que ça vient par étapes. Obligatoirement, je sais pas. Ils considèrent que ça vient par étapes. Deuxième élément de réponse, tout le monde n'est pas au même niveau simultané. Or, pour mémoire, vu ce qu'on a vu les dernières semaines, à l'intérieur de moi, il y a du monde quand même. Et tout le monde à l'intérieur de moi n'en est, n'en est pas au même niveau simultanément. Et c'est là qu'on a besoin de cartographie de l'esprit. Parce que c'est là qu'on comprend pourquoi, qu'est-ce que c'est compliqué, la vie, quoi. Je veux prendre une décision, oui, mais d'un point de vue, je pense ça, d'un point de vue, je pense le contraire. Mais ouais, attends, t'as peut-être déjà deux directions différentes. Là, on est au niveau sous-personnalité, mais en plus sur deux niveaux d'évolution différents. C'est-à-dire deux moteurs, deux impulsions motrices fondamentales différentes. Tu vois? Et là, si on devait schématiser tout ça, il nous faudrait un modèle multidimensionnel. C'est bon, voilà. Et troisième élément de réponse, j'avais dit deux, mais comme tu dis chronologique, le modèle développé par Don Beck, successeur de Claire Graves, c'est une spirale dynamique. Moi, je pense même qu'on devrait parler de fractale plus que de spirale. Au sens où, quand on arrive au dernier niveau, ça reprend au niveau d'en dessous, mais plus large, tu vois. J'ai passé j'ai fait tout le tour du truc, mais c'est pas un point d'arrivée. Ça recommence, c'est le même jeu qui recommence, mais plus large. Et ça recommence encore, à l'échelle de ma journée, à l'échelle de ma vie, à l'échelle du petit maillon de vie que je suis dans une histoire bien plus vaste que la mienne. Eh ben, tu me diras la semaine prochaine. Ok. Voilà, donc vous pouvez creuser ça. Alors déjà, si vous voulez, au café ce soir, vous pouvez en parler avec Antoine, plus qu'avec moi, parce que c'est un expert sur le sujet. Et vous pouvez lire l'ouvrage des gens avec qui il a étudié, Fabien et Patricia Chabreuil, La spirale dynamique. Je reprends à mon compte pour dire qu'on pourrait en faire une cartographie de l'esprit. Deux cartographies directement inspirées de traditions d'autres civilisations. Stephen Wolinski, inspiration de la tradition shivaïsme du Cachemire, Advaita Vedanta, donc tradition orientale non dualiste. 5 niveaux de conscience. Le vide, le corps, l'ego, qui dit moi, à peu près, qui saute... Ok, l'ego il dit pas moi. Le vide, le corps, l'ego, quelque chose qui s'identifie à. À quoi? Faut voir. L'essence fondamentale de ce qu'il y a en dessous de ces choses-là. Et le dernier niveau, je suis. Et là, je vais rien dire de plus. Ce serait vraiment trop compliqué d'en parler à cette heure-ci. En plus, je suis à la bourre. Et le travail de Laurent Huguely, là, on est plutôt dans la partie psychédélique, chamanique, influence nord-américaine, centrale-américaine. Il développe le travail de l'illustre Timothy Leary. 8 circuits de conscience.
Allez faire rapidement. Bon. 4 qui nous sont assez proches et 4 qui sont un peu plus psychédéliques pour le coup, je pense qu'on peut le dire, puisque c'est de cette école que ça vient. Timothy Leary et tous les gens qui ont étudié avec lui n'avaient aucun malaise avec ce mot-là, donc je pense qu'on peut le citer. 4 niveaux sur le corps. Une conscience vitale, la survie biologique. Conscience émotionnelle, qui va être liée aux capacités personnelles, le fait de vouloir défendre un territoire qui m'est propre et les apprentissages que je peux développer. Une conscience conceptuelle, celle-là, dans notre temps et notre espace, on la connaît bien. La pensée logique, la pensée symbolique, le besoin et la réalisation de compréhension du réel. Et puis, un 4e niveau, une conscience culturelle, résultat des 3 premiers. Imbrication des 3 premiers, qui permet de créer du réseau social, qui permet de développer et de transmettre de la culture, qui permet de la créativité au sens collectif, co-créer ensemble. Alors on peut se poser la question, dans lequel de ces circuits de conscience je me place quand j'ai une problématique donnée, quand j'ai quelque chose que je n'arrive pas à dépasser, ou quand j'ai quelque chose que je veux mettre en place et que je n'arrive pas à mettre en place. Avec quelle conscience je suis en train de travailler cela? On pourrait le dire aussi, dans quel niveau de conscience, dans quel circuit de conscience ça bloque. Et puis, 4 autres niveaux. Conscience énergétique. Je suis bien embarrassé avec le mot énergétique. J'aimerais bien ne pas utiliser, mais conscience énergétique au sens de Timothy Leary et de Laurent Hugely. On retrouve ici le corps énergétique des tantras. On retrouve une perception du corps, mais à un autre niveau. Une perception du corps où on va sentir la précision des sensations du corps, l'immensité du monde des sensations du corps et le plaisir qui est lié à tout ça. On va retrouver les écoles tantriques à ce niveau-là. Un niveau de conscience dit multidimensionnel, le circuit dit chamanique, qui permet, alors, avec mes mots, accéder à de l'information. On va retrouver dans la tradition indienne les idées de chant akashique, dans les traditions chamaniques, l'accès au monde chamanique, monde au pluriel, les mondes chamaniques. Ça, on en reparlera dans quelques semaines, on ira regarder ça bien en détail. Ici, on retrouve aussi toutes les idées d'aller se promener dans des mondes imaginaires. Alors, est-ce qu'ils sont imaginaires ou réels à un autre niveau? Est-ce que ce sont des mondes intérieurs, subjectifs? Voilà, là, on est dans le circuit chamanique. Par exemple, les gens qui s'amusent avec les idées de voyage astral, ils sont strictement en train de travailler avec ce genre de technologie de l'esprit. Ils sont en train de se balader dans ces régions de l'esprit. Donc, si on parle de cartographie, on peut parler de régions. Et ensuite, ça devient de plus en plus mystique et psychédélique, pour le coup, une conscience universelle. Le désir et la réalisation de comprendre les lois fondamentales de l'univers. La sagesse, l'immense sagesse fondamentale avec le S majuscule, et l'expérience d'être en lien avec Dieu. Ouh, alors là, je vais bien me garder d'en dire quoi que ce soit. Et il y a encore quelque chose au-dessus. Et je pense que celui-là est bien à prendre en compte. C'est que cette histoire de sagesse fondamentale, d'être en lien avec Dieu, le Créateur, de comprendre toutes les lois de l'univers, etc., eh bien, dans le travail de Leary, Hugely et de bien des écoles chamaniques qui sont à la source de leur travail, cette idée de truc un peu divin, sagesse ultime, c'est pas l'aboutissement. L'aboutissement, circuit créateur, humour cosmique spirituellement incorrect. Ça. Ah. Non, je dis ah. C'est pas grave. Alors, une précision sur le travail de Hugely que vous pouvez creuser si vous voulez par vous-même. On a hésité, Clément, Antoine et moi, nous avons hésité à ramener cette description dans ce cours. Et à titre personnel, j'ai tranché, je me suis dit, on la ramène. Alors, une précision importante sur pourquoi je suis en train de dire ça, parce que je pense que la cartographie des... C'est ok, il n'y a pas de problème, pas de souci. Je pense que la cartographie des 8 circuits, c'est juste.
Et si je dis ça, là, moi, je peux pas le prouver. 100% subjectif, croyance personnelle, mais de tous les trucs tordus que j'ai pu expérimenter par moi-même, c'est ça. Ça colle. Par contre, pourquoi on hésitait vraiment à le ramener ? Parce que les descriptions que Laurent Hugeli fait de ces concepts-là, vraiment, ça va pas. Alors, monsieur Hugeli, vous êtes vraiment le bienvenu l'année prochaine pour qu'on discute de tout ça. Voilà, alors bien sûr, mon idée ici n'est pas du tout de dire c'est erroné ce qu'il propose comme concept, mais je pense que les expériences qu'il a faites sont bien plus claires que les explications qu'il en a données. Et pour ces raisons-là, je pense que ça peut foutre le bordel dans la tête, en fait. De commencer à parler de conscience quantique, de circuits socio-sexuels. Voilà. Mais par contre, je salue le geste d'avoir rationalisé toutes ces idées-là, d'avoir repris le travail de Timothy Leary et d'avoir proposé cette cartographie de l'esprit qui est vraiment brillante, quoi. Donc, c'était pas une blague pour la caméra. J'espère vraiment qu'on l'invitera l'année prochaine et qu'il viendra présenter son travail et qu'on pourra débattre de tout ça. Est-ce que je peux dire un... Tu peux dire. C'est-à-dire que comme on est à des niveaux... Attends, excuse-moi, est-ce que tu peux... Merci. On est quand même à des niveaux... On parle de niveau, là, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, 5, 1. Si tu veux... Moi, ce qui m'étonne, c'est effectivement quand on parle, par exemple, de circuit corporel, que l'on mette l'énergie des yogas sur le même niveau d'énergie que l'hédonisme, par exemple, le plaisir d'essence ou le tantrisme, ça me pose effectivement un gros point d'interrogation. Je me dis... Est-ce qu'on parle vraiment de la même chose? Est-ce qu'on parle vraiment des mêmes niveaux énergétiques? On ne parle pas de niveau énergétique. Mais on parle... Ok, je comprends ta question. Tu vois, parce que voilà, enfin, c'est pas une question d'ailleurs. Je comprends ta remarque. Et justement, c'est pour ça que je disais, je pense que la cartographie est super intéressante, mais ce serait vraiment bien qu'ils viennent préciser... Peut-être juste en nous racontant des histoires et en nous racontant ce qu'il a expérimenté et pourquoi il a mis ces mots-là. Maintenant, un autre point par rapport à ce que tu viens de dire, entre l'hédonisme des gens qui se sont revendiqués hédonistes, qui ont écrit sur ça, et l'hédonisme pratiqué en 2015 par les gens qui se revendiquent hédonistes, il y a un sacré écart. Hein. Oui, parce que dans le premier, il y a une vision philosophique presque spirituelle, quoi, tu vois, mais philosophie au sens incarner ce qu'on veut faire de la vie. Et dans ce qu'on fait de ce mot-là aujourd'hui, on est dans un truc de un peu nos futurs, mon plaisir pour moi avant tout, et ça n'a rien à voir. Donc de quel hédonisme on parle? Je ne sais pas. Et pour ce que tu dis sur le yoga, ouais, voilà, ça prête à discussion en fait. Moi, ma question, elle était basée sur, on va dire, ce qui est traditionnel. Tu vois, l'hédonisme traditionnel, donc de base, qui était vraiment dit, comme au niveau des yogas ou du tantrisme, enfin, ce qui était traditionnel, voilà, ce qui était donné à connaître au départ de toutes ces philosophies, voilà, entre guillemets. Tu vois, ça date de quand, cette classification? 2012. Ouais, je pense que ça a beaucoup changé. On est en 2015. Et en 3 ans, par exemple, la conscience quantique, l'espace quantique, aujourd'hui, on sait que la vie, elle est dans cet espace-là. Donc la conscience vitale, qu'elle soit dans la biologie, en fait, aujourd'hui, elle est dans le vide quantique. Donc je pense qu'il y a à revisiter beaucoup, je pense. Ouais. Il y a... Ça a énormément évolué, quoi, même dans les 6 derniers mois. Donc, très d'accord avec toi. Du coup, ça amène à faire attention au vocabulaire qu'on emploie pour présenter quelque chose. Mais bon, encore une fois, je salue le geste. Par exemple, les champs akashiques, ils ne sont pas dans les mondes chamaniques. Alors, les champs akashiques ne sont pas dans les mondes chamaniques. Et c'est là que je ne sais pas de quoi on parle, tu vois. Il faudrait qu'on aille sur la racine du mot akasha, qui vient du sanskrit. Il faudrait qu'on aille... Donc, on est dans l'espace quantique, on est dans une conscience quantique. Le champ akashique, on n'est pas du tout en état de transe, ça n'a rien à voir avec les schémas. Voilà, alors, et tout ça est vrai pour ta définition de akashique, quantique, chamanique, trans, qui n'est peut-être pas la mienne, qui n'est peut-être pas celle de Laurent, qui n'est peut-être pas celle de la personne qui regarde la vidéo. Et là, beware. Parce que la tentation est grande, soit de dire oui, c'est vrai, ou alors de dire ah, tu vois ça comme ça, moi j'ai pourtant un autre point de vue. Non, en fait, c'est je pense qu'on utilise les étiquettes pour parler de choses différentes, et des fois on utilise des étiquettes différentes pour parler du même truc, et qu'on se fait avoir. Donc, ok avec tout ça.
Ça va être chaud pour tout passer là aujourd'hui. Hein. On peut faire un peu d'humour? Oui, on peut. C'était Steven Wolanski, c'est ça? Non, Wolanski. Laurent Gulli. Ah, d'accord, mince. Parce qu'en fait, ça me faisait. Excusez-moi, ça m'a fait rire Wolanski avec l'humour cosmique spirituellement incorrect, hommage à Charlie. Voilà, le niveau de conscience, voilà, Ouais. créateur, tu vois? Oh oui. Ça m'évoque un truc, mais je sais pas. Peut-être. Ok. L'énéagramme. L'énéagramme de personnalité. Dans les années 50 à 70, Oscar Iscaso propose une technique pas très connue, proto-analyse, dont fait partie l'énéagramme. Iscaso est influencé par la pensée orientale. Il s'est personnellement initié dans différents pays, en Inde, au Népal, avec les soufis, je ne sais pas à quel endroit. Il a étudié avec Gurdjieff. Donc il s'est initié à quoi? Ça, on ne sait pas. Néanmoins, il est allé chercher du savoir de ce côté-là. Et il développe l'énéagramme de personnalité, dont on dit que l'énéagramme est antérieur au travail de Iscaso. Et puis, à sa suite, Claudio Naranjo, un gestaltiste, Fritz Perls, le père fondateur de la Gestalt, à la fin de sa carrière, a désigné 3 personnes pour lui succéder, dont Claudio Naranjo. Donc quelqu'un important quoi, en Gestalt, c'est ça que je voulais dire par cette anecdote. Et Claudio Naranjo est extrêmement influencé par les écoles central-américaines, nord-américaines, dites chamaniques. Carlos Castaneda, la recherche psychédélique dans les années 60, où ces gens essayaient des molécules pour faire des médicaments thérapeutiques, pour voir comment ça transformait la subjectivité. Très influencé par toute cette pensée-là, et lui aussi, après avoir étudié avec Iscaso, il s'est dit, ouais, l'énéagramme, on peut en faire quelque chose. Donc, dans cette idée qu'on peut présenter aujourd'hui en 2015 l'énéagramme, il y a toutes ces traditions qui se rassemblent. Alors, qu'est-ce que c'est l'énéagramme? C'est bien compliqué de dire ce que c'est l'énéagramme. Dans l'énéagramme, il y a 9 énéatypes, et on pourrait dire que ce sont des modes de fonctionnement de l'être humain. On pourrait dire que ce sont des types principaux de personnalité, mais on est plutôt dans un truc très mécanique, structurel et fonctionnel, des modes de fonctionnement. Donc il y en a 9. On pourrait faire un parallèle avec l'astrologie, hein. 12 types de quoi, en fait? De personnalité? Ben non, c'est plus complexe que ça, l'astrologie. Donc ici, c'est une cartographie de l'esprit en 9 grands types de valeurs, de comportements, de réactions automatiques, de priorités au niveau du corps, du mental, etc. Chaque énéatype a une personnalité principale et dominante. Vous pouvez en faire des liens avec le travail de Vargiou, du couple Stone, etc. Et cet énéatype a des patterns comportementaux dominantes, des réactions dominantes. Vous pouvez faire là le lien avec Virginia Satir, d'autres choses qu'on a présentées, et des caractéristiques. Je ne sais pas si je l'ai dit l'autre fois, caractéristique au sens du caractère. Et si on va vers l'anglais avec le mot character, hein, c'est le personnage. Donc, clac, on est dans toute cette idée-là. En passant d'une langue à l'autre, on peut mieux voir le vaste sujet dont on parle. Et ces énéatypes ont des types de valeurs, des idéaux, des motivations qui les drive, qui les dirigent, réactions émotionnelles automatisées. Chaque énéatype possède 3 centres, instinctif, émotionnel et mental. Et là, vous pouvez voir où Stephen Gilligan a puisé son inspiration, une intelligence mentale, une intelligence du cœur et du champ relationnel, une intelligence somatique. Chaque énéatype possède ces 3 centres, et ces centres sont ordonnés. On va nous donner une espèce de carte. Soit j'ai... c'est quoi? Mental. Soit j'ai en premier les instincts, soit j'ai en premier le mental, soit j'ai en premier l'émotionnel. Puis va venir un des 2 autres en second, puis en troisième. Et à la tête de Jérôme, je pense que je vais essayer de préciser cette histoire. 3 centres, instinctif, émotionnel, mental.
L'un des trois va être ce qui me drive en priorité dans la vie, que j'en sois conscient ou pas, que j'y prête attention ou pas, que je m'en rende compte ou pas. L'un des deux autres va être le support avec lequel je m'exprime, avec lequel je vis ce que je vis, et le dernier va être réprimé. Par exemple, je prends un exemple qui me parle bien, quelqu'un dont la priorité dans les décisions, dans les actions serait très instinctive, qui utiliserait comme support le mental et l'intellect, et qui mettrait les émotions un peu en retrait dans tout ça. Si ça vous rappelle quelqu'un. Et une petite précision, le centre instinctif est composé de trois sous-types vers quoi vont se diriger les instincts, vers un instinct de survie, vers un instinct de relation sociale ou vers un instinct de relation intime affective. Nommé sexuel, encore une fois, dans les années 50, ce qui nous renvoie à la discussion qu'on a eue tout à l'heure. 9 énéatypes. Ils ont chacun 3 centres, ordonnés de manière avec des priorités. Ça va jusque-là ? Ça tombe bien, parce que ça se complique. 2 modes d'existence fondamentaux, modes égaux. Les différentes composantes psychiques de cet énéatype vont m'emmener vers du ça va pas quoi. Je suis comme ça et ça va pas. Ou alors mode essence, on va beaucoup moins s'identifier à nos programmes psychiques, à nos habitudes, à nos comportements, à nos désirs, etc. Et on va dire, je suis comme ça et pourquoi pas ? Tout va bien. On n'a pas changé la personnalité, vous voyez ? On n'est pas passé d'une sous-personnalité à une autre. Alors là, on pourrait parler d'acceptation, etc. Où tu es, Antoine ? Si je le présente comme ça va ? En fait, sur la partie égotique, il y a des mécanismes qui vont se désidentifier dedans pour passer vers des choses qui sont moins enfermantes. Par exemple, il y a un énéatype, l'énéatype numéro 1. Dans le côté égotique, il y a une passion qui est la colère. Et donc, quand on se désidentifie de ce mécanisme de colère, il y a plein de paramètres qui font qu'on matérialise ça dans le côté automatique de l'ego, on passe dans la partie essence qui est plutôt la patience en fait. Il y a des pendants en fait. Ça c'est un peu complexe à expliquer. Ouais. C'est pas comme ça tout disparaît. C'est vraiment plus de passer dans quelque chose qui est moins identifié à des automatismes qui nous amènent à avoir un certain comportement émotionnel et ou une certaine focalisation mentale notamment. Pour passer vers quelque chose qui est beaucoup plus souple en fait et beaucoup moins enfermant intérieurement. En fait. Le mécanisme qui sous-tend ce que je vis et ce que je suis est toujours le même, mais je n'en suis plus, si on reprend les termes de Punso l'autre fois, je n'en suis plus affligé. Ouais. Cool, je crois que tu allais dire. Ok, on reste sur cette idée-là. Où on développe le revers de la médaille. Où on développe le revers de la médaille. Voilà, comme tu le disais, avec la colère qui va passer en mode patience. Mais pourtant, je vis toujours la même chose à l'intérieur. Très paradoxal. En fait, c'est une interconnexion. Bien qu'on laisse Antoine pour pas trop partir. Après, ce qui se passe aussi, c'est que derrière ça, c'est des résultantes d'une compulsion spécifique à chacun des énéatypes et d'un mécanisme de défense. Donc c'est par rapport à la compulsion au mécanisme de défense qu'il faut réussir à se désidentifier. Et le fait de s'en désidentifier, en fait... Est-ce que tu peux le dire plus lentement ? Ah oui. Ouais, je développe ça juste après. Ouais. C'est ok ? Ouais. On développe ça plus lentement. Ouais. Bon. On est dans tout ça. Et vous savez, on pourrait passer 2 heures juste sur l'énéagramme. Hein. Je redis des choses que j'ai déjà dites. Je le dis aussi pour les gens qui regardent sur Internet et tout ça. L'intention ici n'est pas que vous ressortiez en disant « Ouais, on a étudié l'énéatype, on connaît. » quoi. C'est juste de se dire « Tiens, il y a ce truc-là qui permet une cartographie de l'esprit parmi plein d'autres. Et si ça vous parle, vous tous, vous pouvez creuser avec la bibliographie qu'on donne. Quoi. L'intention est là. Donc si c'est un peu caricatural, c'est comme ça. C'est une présentation très synthétique. D'où viennent les énéatypes ? Comme ça, je reprends là où tu en étais. Je vais lire ce que j'ai écrit. Hein. Dans la très petite enfance, un trauma racine survient et génère un stress, une peur fondamentale. Qu'est-ce qui aurait bien pu se passer dans la petite enfance pour que j'ai peur et que ça me stresse comme ça ? À voir.
une stratégie de défense se met en place face à cette peur. Pourquoi ? Pour qu'elle ne se reproduise pas. La stratégie de défense pour que ce truc-là ne m'arrive pas à nouveau. Et cette stratégie de défense, avec la réaction que ça fait, les perceptions que j'ai du monde à ce moment-là, devient l'énéatype lui-même et va devenir le support de la personnalité. Ouais. Ok. La personnalité se construit autour de ce système de défense. Et si on essaye de déconstruire ce système de défense, cette peur terrifiante réémerge. Or, la plupart des gens, quand ils cherchent un accompagnement, et là, je vais le redire clairement, pas spécialement une thérapie, juste un accompagnement, et ben c'est ça qu'ils essayent de faire, c'est de défaire les limites qui font qu'ils aimeraient bien aller un petit peu plus loin, mais ils peuvent pas. Et là, ce que ça nous dit ici, c'est que ce système de défense est construit pour ne pas refaire face à cette peur fondamentale. Alors là, on retrouve de nombreux courants psychologiques. De toute façon, il y a quand même une bonne partie de la psychologie, du moins de la psychothérapie, qui est basée sur l'idée que la structure de la personnalité, c'est un mécanisme de défense. C'est pas un truc stupide là qui est là pour nous pourrir la vie. À la base, ça sert à nous protéger. Et comme nous sommes dans une école ericksonienne ici, on peut aussi préciser qu'Erikson a basé une bonne partie de son, pas de sa théorie, mais de son... Erikson a basé une bonne partie de sa vision du rapport à l'autre sur cette idée-là. Ton problème, à la base, est une stratégie logique et positive, émotionnelle, logique, somatique, positive pour te protéger de quelque chose. Donc on comprend que quand on essaye de dépasser un truc, ce soit un peu flippant, quoi, vu qu'il y a une peur cachée en dessous. Ça vous parle si je le résume comme ça ? On a donc deux niveaux de problématiques. Pour Wolinski, dont on parlait tout à l'heure, toute cette racine-là est une false core, croyance fondamentale, qui au moment du trauma racine s'est inscrit très profondément dans la psyché. Alors, comment, pourquoi, faudrait voir. On peut lire son travail pour... on pourrait lire son travail pour y voir plus clair. Et il nomme une croyance racine, une croyance fondamentale par énéatype. Bon, comment on résume tout ça ? 9 grands modes de personnalité différents. Selon la façon dont je les vis, plutôt en mode égo, c'est pas très agréable, ça peut même mener jusqu'à de graves pathologies. Ou alors si je le vis en mode essence, ok, je suis comme ça, et puis sur ce que je suis se déploient d'autres choses, peut-être des qualités ou quelque chose comme ça, pour en faire un résumé, quoi. Mais tout ça vient de quelque chose, tout ça vient d'un trauma fondamental. Est-ce que ça va jusque-là ? Est-ce que vous êtes prêts pour 20 bonnes minutes de plus, ou est-ce qu'on arrête là pour aujourd'hui ? 20 minutes. Bonne, ça veut dire quoi ? 20 bonnes minutes. C'est parti. Dans les années 50, autour de la Tchéquie, un psychiatre, un jeune psychiatre se fait livrer un médicament thérapeutique expérimental, LSD, qu'il administre à ses patients dans le cadre de son doctorat de recherche. Et il se rend compte qu'il se passe un truc bizarre avec ce médicament. Il se rend compte notamment que simultanément aux expériences biographiques, les gens revivent les étapes séquentielles de la naissance et qu'ils les décrivent. Et que simultanément à tout cela, niveau biographique et niveau qu'il va nommer plus tard périnatal, simultanément à tout cela, les gens vivent des expériences que plusieurs décennies plus tard, il nommera transpersonnelles. Identification à d'autres personnes, dans d'autres temps, à des plantes, à des animaux, à des éléments de la nature, à des archétypes, à des éléments de la mythologie. Et que dans l'expérience thérapeutique proposée par ce médicament expérimental et l'accompagnement thérapeutique qui va avec, c'est important de le préciser, se déploie ce triple niveau de conscience. Et puis, après des milliers et des milliers de séances où se répétaient sans cesse les mêmes thèmes, il s'est dit, il y a un truc là. Il y a un truc, on peut modéliser ce truc-là.
Alors, quelques décennies plus tard, la recherche sur ce médicament est interdite pour les raisons qu'on connaît, parce que ça posait pas mal d'autres problèmes, en fait, de travailler avec cette substance-là. Et puis Stan Grof est bien embêté parce qu'il ne peut pas continuer son travail jusqu'à ce qu'il découvre qu'on peut atteindre les mêmes types de zones dans une cartographie de l'esprit, biographique, périnatale et transpersonnelle, par des jeux d'accélération de la respiration, ce qui a donné l'école transpersonnelle et l'école dite de respiration holotropique. Holotropique. Voilà pour la petite histoire. Comment est-ce que ces 3 niveaux ont été découverts ? Alors ces 3 niveaux, biographique, périnatal et transpersonnel, on peut les voir comme des zones de la psyché. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'ils sont simultanés. Et je vous renvoie à ce que disait l'autre jour Lama Phuntsho, dans un tout autre sujet, dans un tout autre domaine. Il disait, nos tendances se déploient. Et si on se pose dans un hall de gare et qu'on regarde les gens passer, et qu'on prête vraiment attention aux jugements et aux réactions psychiques qui émergent, on va voir, j'aime pas, lui j'aime pas, ah lui j'aime bien, oui. Puis ça, ceux-là, je m'en fous complètement. Et le point clé que je veux rappeler ici, c'est que Phuntsho disait, ça s'élève, mais on ne le voit pas. On ne voit pas que c'est là. Vous vous rappelez ça ? Ok, alors quel lien je cherche à faire ici ? C'est que le niveau biographique, on le voit. Le niveau transpersonnel, on le voit presque pas. Presque pas. Mais parfois, on a des petits trucs comme ça. Genre, oh, je me sens vaste, mais comment ? Je sais pas, c'est comme un océan, ou comme tout l'univers, c'est très étrange. Quelle autre expérience transpersonnelle quotidienne on pourrait avoir ? S'identifier à un animal. S'identifier à des animaux. Je me sens dans une énergie, là. Bon, ça ressemble pas vraiment à la tortue, ce truc-là. Je me sens comme un bœuf. C'est des choses qu'on utilise. Parfois, on s'identifie. Et vous voyez ça, on le voit presque pas. Ça va jusqu'ici ? Et le niveau dit périnatal de la naissance qui est revécu, on ne le voit absolument pas. Et pour Grof, c'est le point le plus important. Je vais essayer de vous le dire autrement. À chaque instant, dans chaque situation de vie, d'après Stanislas Grof, nous avons notre niveau biographique. Ça, c'est OK. Je vois bien. Un niveau transpersonnel qui s'ajoute par-dessus, et le niveau périnatal, une des étapes de la naissance, qui est en train d'être revécue et qui se joue dans la situation. Alors là, pour le coup, on se dit, ouais, LSD, en effet, c'est drôlement... ça, c'était une blague. C'est drôlement psychédélique comme idée, mais c'est pas une théorie comme ça qu'il a fait en prenant des substances lui-même et en vivant des délires. Hein. C'est sur base des témoignages qu'il a donnés. Et je me suis rendu compte, d'ailleurs, en finissant de préparer ce cours... que c'est exactement ce que nous on cherche à faire en fait, systématiser des expériences subjectives pour montrer que quelque chose se répète. Ah, je m'en suis rendu compte un peu tard. Alors voilà pour les 3 niveaux de Stanislas Grof, ça nous fait une belle cartographie de l'esprit. Et là où ça va devenir encore plus subtil, c'est que en plus de tout ça, existent des condensés d'expériences. Alors qu'est-ce que c'est les condensés d'expériences ? Eh bien ce sont des agrégats d'expériences de divers moments de ma vie qui marchent tous ensemble. On va prendre un exemple. Le terme officiel, la description officielle de Grof. Système de mémoire émotionnellement chargé, appartenant à différentes périodes de vie liées par leur qualité d'émotion et de sensation. Alors quelques exemples. Par exemple, un coex d'endommagement de l'estime de soi, dans lequel on aura des expériences à divers moments de la vie, de dégradation, d'humiliation, de honte, et toutes ces expériences vont se greffer les unes dans les autres pour créer un condensé d'expériences, un coex. Je vois des oui, ça commence à vous parler. Un deuxième, un coex condensé d'expériences d'anxiété. Ensemble de situations choquantes, de situations terrifiantes, de situations de claustrophobie, situations d'étouffement, situations... Ouf, ça change la tonalité de la pièce. Situation d'oppression, situation d'enfermement qui, toutes ces expériences, mises toutes ensemble, vont créer un condensé d'expériences d'anxiété. Un dernier un peu plus positif, condensé d'expériences extatiques. Un ensemble d'expériences de réconfort, de sérénité, de béatitude, d'extrême tranquillité qui, mises bout à bout tout ensemble, un peu comme dans un... pas dire dans un sac, mais dans un lieu de l'esprit, vont former un condensé d'expériences extatiques. Et d'après Stanislas Grof, les coex sont
la structure fondamentale de l'organisation psychique. Alors pourquoi structure fondamentale de l'organisation psychique? Parce que ça marche dans deux sens. Chaque expérience va venir s'intégrer dans un coex. Qu'est-ce que je pourrais dire de concret? Ah mais j'ai mis des exemples. Alors, je dois vous prendre un truc encore plus direct que ça. Par exemple, je donnais ces premières présentations ici il y a quelques semaines. C'était difficile pour moi, je ne savais pas faire, c'était nouveau, il y avait des gens, une caméra, etc. Bien sûr que ça se met dans un coex de quelque chose de confrontant, d'un peu angoissant, etc. Aujourd'hui, je vis ce cours, j'ai travaillé sur moi, j'ai cherché à repositionner cette situation. Et là, je suis plutôt en train de la mettre dans un coex de dépassement de soi, quelque chose comme ça. L'expérience que je fais là, ici, autour de vous, est en train d'alimenter un condensé d'expérience et de se ranger dedans. Ça vous parle? C'est pas pour parler de moi, c'est pour essayer de prendre des exemples qui sont concrets et directs. Parce que si on dit oui, le jour où j'ai eu une extrême béatitude, je trouve que c'est très loin de nous ces trucs-là. Ou extrême anxiété, là à cette heure-ci, on peut en parler, mais on n'y est pas. Et pourtant, c'est à chaque instant, ça vient il faut que j'aille au bout avant les questions. Pourtant, ça vient se ranger, ça vient s'intégrer dans des coex. Chaque expérience s'intègre dans un coex. Et, dans l'autre sens, puisque ça marche à deux sens, chaque expérience active un coex. L'expérience que je suis en train de faire maintenant m'active des mémoires. La gorge bouge. Il se passe un truc, quoi. L'expérience que je suis en train de faire maintenant, peut-être même l'expérience d'avoir expliqué cela, active des mémoires de quelque chose d'autre, va activer un condensé d'expérience avec toutes les mémoires qui y sont liées. Alors là, pour ceux qui sont ericksoniens, encore une fois, parce que quand même, on fait tout ça dans le cadre d'une école ericksonienne, là, on a toutes les histoires de redirection d'histoire de vie où on voit, pendant des séances d'accompagnement, l'esprit de la personne qui passe d'épisode en épisode, clairement relié par une même thématique. Et la personne dit « c'est incroyable, je n'avais jamais fait le lien ». Oui, parce qu'en fait, tu n'as jamais pensé à regarder ton propre esprit sous la forme de coex. Mais ça viendra. En 2200, on apprendra ça à l'école primaire, espérons. Espérons pourquoi? Pour aller mieux, et mieux pouvoir se gérer. Un autre point pour les ericksoniens, les ancrages. Si l'expérience vient s'intégrer dans un coex et activer un autre coex, les ancrages, ou comment résumer les ancrages en une phrase simple, les déclencheurs de réactions automatiques, là on les retrouve bien dans ce travail-là. Donc, trois niveaux de conscience, biographique, périnatal, transpersonnel, avec des condensés d'expérience. Alors, un petit point quand même, pourquoi on cite beaucoup plus de coex négatifs que positifs? C'est ceux-là qui posent problème. Ouais, parce qu'en fait, c'est pire, les expériences positives extatiques. C'est toi qui m'as dit ça? Ouais, les expériences positives extatiques, en fait, on passe à côté. Et je ne sais pas pourquoi. C'est pas dans le travail de Grof. Il a montré ça, mais il ne montre pas pourquoi. Exemple, si je me retrouve enfermé dans un ascenseur, moi, j'ai pas trop ça. Si je me retrouve coincé dans une grotte de spéléo, là, pour le coup, je peux me dire que... je vais me dire, mais en fait, ce que je veux vraiment, c'est être au coin du feu, tranquille, avec une couverture, un bon bouquin et du temps devant moi. C'est ça, en fait, le paradis. C'est ça, extatique. C'est pas la grande béatitude cosmique des plans, machin, avec les étoiles, les galaxies, et tout ça. Ce sont des petites expériences simples. Mais quand je suis en train de lire mon bouquin au coin du feu avec du temps devant moi, et Dieu sait que ça m'arrive rarement, je me dis, oh, c'est sympa. Je vais quand même me commander une pizza parce qu'il me manque un truc, là. Puis après, je vais me mettre un film parce qu'il me manque un peu de fun, on s'ennuie, quoi. Pourtant, j'étais au paradis, je l'ai pas vu, je suis passé à côté. Et du coup, on manque de charger émotionnellement ces expériences-là, et du coup, le coex est moins puissant. Dommage. Pourquoi pourquoi on passe à côté? Je sais pas, moi. Il y a plein d'explications à ce truc-là. Il y a des explications neuroscientifiques à ça, mais pourquoi? Bien, moi, je t'invite à regarder demain. Parce que comment tu gères ta journée, sur quoi tu focalises, où tu places ton attention. Qu'est-ce que tu fais des moments, des beaux moments? Qu'est-ce que tu en fais en fait en vrai? Je dis pas ça pour toi, en fait je suis en train de dire ça pour moi, hein, tu vois. Qu'est-ce que j'en fais en fait de ces moments-là? C'est moi qui décide de passer à côté parce que je n'y place pas mon attention. Alors il y a des technologies pour ces trucs-là. Les enseignements spirituels de toutes les traditions proposent les mêmes technologies. Attention, gratitude, intention. Clac, voilà. Voie spirituelle tranquille pour atteindre, je sais pas, le nirvana cosmique ou je sais pas quoi. Mais en fait, la vérité, c'est qu'on s'en fout. On veut
autre chose que ça. Donc, on s'en échappe. Dommage. Voilà, c'est une réponse très personnelle que je fais là. Je dis pas que c'est le travail de Grof, mais comme je le sens bien là. Donc, je pense que c'est ça en fait l'histoire. On a deux options là tout de suite pour ce cours, vu l'heure qu'il est. Soit je présente le dernier concept qui est la description du niveau de conscience dit périnatal chez Grof. Soit on reste sur ce qu'on vient de voir là et on en discute comme on est déjà en train de le faire. Qu'est-ce que vous préférez? Périnatal, la suite. La suite. Ok, on y va. Je vais essayer de le faire rapide, mais quand même. Donc je rappelle ce que j'ai dit avant. Hein. Présent dans l'esprit, en même temps que le biographique, en même temps que le transpersonnel. Et celui-là, pas vraiment visible. De quoi s'agit-il, d'après Grof, sur la base des études dont j'ai parlé précédemment? Il s'agit de l'esprit qui a mémorisé le trauma racine de la naissance, en 4 étapes. D'abord, une union primitive avec la mère. Ah, je ne peux pas faire la colonne. Bon. C'est pas grave. Bébé in utero. Tranquille, pas de notion de séparation, pas de limite interne-externe, besoin auto-alimenté par l'extérieur sans aucun effort. Peinard, quoi. Peinard, sauf que, parfois, maman, ça va pas si bien que ça. Et le ventre et ce qu'elle envoie par le tuyau, ouch, c'est un peu rude. Et comme il n'y a aucun moyen de se défendre et qu'on est tout petit comme ça, bah ouais, à un moment, on est même comme ça. Bah voilà, perturbation in utero. Ça arrive aussi. Donc peinard, mais si ça attaque, c'est chaud, c'est l'univers entier qui attaque, puisque l'univers, c'est moi. Il n'y a pas d'externe, il n'y a pas d'interne. Deuxième étape, contraction, mais le col de l'utérus n'est pas ouvert. Le sans-issue, engloutissement cosmique, l'enfer. Troisième étape, le col de l'utérus est ouvert et le bébé commence à passer. Combat, mort, renaissance. On dit l'épreuve difficile. Quatrième étape, finale, mort et renaissance. Alors pourquoi mort et renaissance? On va le décrire un petit peu après. Alors reprenons ces 4 étapes. D'abord, ça va en fait, c'est tranquille, tout va bien. Et après, je ne m'en sortirai jamais. Jamais. Et ensuite, si, je vais m'en sortir, bordel. Mais c'est dur, et c'est violent, et c'est terrible. Et pour une dernière étape, je lâche prise de tout ça. Et youpi quoi, je respire un bon coup. Ok, racontons-le encore d'une autre façon. Dans une première étape, pas de limite, tout ça est extrêmement vaste. Et puis d'un seul coup, tout l'univers s'effondre et s'écrase autour de moi. Dans une deuxième étape, une menace vitale, une terrible anxiété généralisée, c'est l'apocalypse, quoi, hein, en gros. Hein. C'est, le monde s'effondre. Et tout devient... Grof décrit aussi une sensation d'une catastrophe imminente. Pour ceux qui ont traversé ces trucs-là, j'en fais partie, c'est extrêmement bien décrit. La sensation qu'il va se passer un truc très très grave de manière imminente. Puis un combat titanesque. Un combat titanesque, parce que non, quoi. Je ne sais pas comment vous le raconter autrement. Et là, on ne sait pas. Est-ce qu'il faut lutter, lâcher prise, accepter de mourir ou s'accrocher? C'est compliqué. Ça a l'air gentil quand on raconte comme ça devant une lumière, mais quand on est dans l'expérience, je peux vous assurer, c'est pas si marrant que ça. Pour au final, lâcher prise et mourir. Pour que quelque chose renaisse. Alors qu'est-ce qui meurt, qu'est-ce qui renaît? Là, il faut voir, est-ce qu'on est à un niveau métaphorique, réel, spirituel? Eh bien, d'après Grof, un peu tout ça en même temps. Ça vous parle, ces 4 étapes? Marrant, hein, l'impression d'une petite mélodie qu'on a entendue des millions de fois. Hein, un truc séquentiel. Alors pour lui, c'est la structure fondamentale de l'esprit humain. Pourquoi est-ce qu'on est dans ce truc-là? Eh bien parce que la 4e étape n'est pas intégrée psychologiquement. Et c'est le point clé du travail de Grof sur les matrices périnatales. Il y a bien un truc à retenir de tout ce blabla, c'est ça. C'est que l'esprit mémorise les 3 premières étapes
union cosmique, enfer écrasant, sans fin, sans issue. Puis, combat, mort, renaissance. L'esprit mémorise tout ça. Mais la résolution finale qui fait que on s'en est sorti, ouais, qui est la signature du début de la vie, l'esprit ne mémorise pas ce truc-là. Pour plein de raisons qu'il décrit dans ses bouquins. À mon point de vue, hein, c'est vraiment un travail brillant. Ça. Je pense que ce type est un génie, quoi. Je le dis souvent d'autres gens, mais là, pour le coup, il a fait très fort. Et puis, c'est pas lui, c'est toutes les descriptions de tous ces milliers de gens qui ont décrit ces choses-là. La dernière expérience n'est pas intégrée, et du coup, l'esprit vit dans une mémoire traumatique de choses terrifiantes. D'être à la fois l'univers tout entier, mais qui des fois s'auto-attaque et devient démoniaque et extrêmement oppressant. Que l'univers s'effondre sur lui-même. Et si vous regardez bien, toutes les cosmogonies parlent de ça. Hein. Tout commence par la chute, dans toutes les cosmogonies. Éden, ouais, et chute. Et après, les titans, bah, c'est la baston, et des forces terrifiantes, pour en arriver à... Eh bien justement, pour en arriver à quoi ? C'est là que c'est pas bien clair, parce que le dernier stade n'est pas mémorisé par l'esprit. Là, je crois que je viens de croiser deux idées. Je vais essayer de reprendre ça. Et bien, si je me répète en boucle, c'est pas grave. Les 3 premiers traumas sont complètement mémorisés, mais on n'en a pas conscience, on ne perçoit pas en fait qu'on est pris dans ce truc-là. Que par moments, on est dans union cosmique avec tout, que par moments, tout l'univers et toutes les situations deviennent extrêmement oppressantes, que c'est très irritant, ce qui m'arrive là maintenant, que je ne veux qu'une seule chose, c'est foutre le camp de cette situation. Et que par moments, on est dans un autre pattern, qui est encore une signature traumatique, c'est « je vais me battre contre ce truc-là ». Et qu'on est tout le temps pris dans ces choses-là, parce que comment ça s'appelle, le nourrisson, le truc qui passe de fœtus à nourrisson en l'occurrence, a vécu toutes ces choses-là, et que ça a fait des mémoires. Mais il n'a pas mémorisé qu'il s'en est sorti. Et 100% des gens qui sont vivants s'en sont sortis de cette histoire-là. On ira après sur les questions. Parce que j'ai quand même pas mal d'éléments à donner sur cette histoire. Encore une autre façon de raconter la même histoire. C'est ma première colonne. Première expérience, satisfaction de tous les besoins importants. Deuxième expérience, danger pour l'intégrité du corps. Troisième expérience, on va être dans des thématiques de lutte, de vie aventureuse, d'aimer le combat, quoi. Et quatrième expérience, c'est le moment... j'étais dans une situation insolvable. Et je viens de m'en sortir. Et là, qu'est-ce que c'est agréable. Continuons. Quelques éléments biographiques dans la première expérience, tous les moments heureux, notamment dans l'enfance. Les moments tranquilles, quoi. Amour comblé, affectivité comblée, regarder un beau paysage en se disant « Ah, j'ai mes problèmes, mais qu'est-ce qu'on est bien là !» Vous voyez toutes ces petites expériences-là, enfin petites, toutes ces expériences-là. Deuxième, engloutissement cosmique, enfer, le sans-issue. Alors je vous donne la liste, elle est moins drôle déjà. Les accidents, les blessures, les maladies, les opérations, les expériences de noyade, de pression psychologique, les expériences d'étouffement, d'emprisonnement, d'abus physiques ou corporels, les carences affectives, le rejet, les expériences de menaces, les ambiances familiales oppressantes. Pas cool, hein. Troisième type d'expérience. Alors, on parle d'éléments biographiques ici, hein, de ce qu'on peut vivre, hein, parce que dans nos mémoires biographiques. Des batailles, des révolutions. Une bataille, ça peut être dans la cour de récré de l'école maternelle, hein, ça compte aussi. Hein, parce que ce jour-là, c'est important pour l'enfant qui l'a. Les batailles, les révolutions, l'expérience du service militaire, les vols mouvementés, les perturbations en l'air, les tempêtes en mer, les expériences de carnaval, de parcs d'attractions, les boîtes de nuit, les orgies sexuelles. Ouais. Ça fait réagir. Dis avant que tu t'arrêtes là-dessus. Ouais. Bah ouais. Ça t'a plu, ça, dis donc. Tu sais, ça peut être en vrai, ça peut être dans les rêves aussi. Parce qu'en fait, on passe par plein d'émotions. Ouais, ah bah là, oui, là, on rentre dans le process. C'est le carnaval. Et puis, dans le quatrième élément, la fin subie d'une guerre. Alors, une guerre, c'est jamais une fin progressive en général. C'est un moment, la guerre est finie. Ah bon. La fin subite d'une guerre, la survie à un accident, à une opération. Issue inattendue, surprenante, à une situation difficile.
la sortie d'une difficulté par des efforts très actifs, ou alors une sortie de difficulté automatique, le succès après les tensions, quelque chose que je pense vous connaissez bien, tout le monde s'y reconnaît dans celle-là. L'impression qu'on a à la fin d'une tempête, quand on regarde un lever de soleil, ou quand on s'arrête pour regarder un arc-en-ciel, qui, en toute logique, suit un truc un peu plus chaotique. Voilà quelques éléments biographiques qu'on peut vivre dans ces 4 expériences. En fait, j'aurais mieux fait de les faire en ligne, mais tant pis, c'est pas grave, ça va. Ça, on va se le prendre plein de fois dans les dents. En termes de phénoménologie, donc sur base des expériences répertoriées par Stan Grove dans le contexte que je vous ai décrit tout à l'heure, dans la première expérience, dans le ventre de maman, 2 possibilités, la bonne matrice ou la mauvaise matrice. Alors la bonne, c'est que là on se sent bien, la mauvaise, c'est quand il y a des intoxicants, quand il y a le stress de la mère, quand elle est prise dans une situation compliquée qui l'écrase comme ça physiquement ou psychiquement. Dans la bonne matrice, sensation, donc, je préciser, quand on dit phénoménologie, c'est ce qui arrive aux gens. Alors c'est vrai sous l'influence du LSD, dans la répertoriation de ces expériences, mais c'est vrai aussi dans les rêves, c'est vrai aussi dans les expériences de transe hypnotique accompagnées par l'hypnose formelle ou de l'hypnose pas formelle. C'est vrai dans les expériences de méditation, c'est vrai dans les expériences chamaniques, etc. Voilà un peu l'iconographie phénoménologique qui peut venir, c'est pas que de l'image, c'est aussi de la sensation, qui peut venir quand l'esprit se remet en lien avec ces 4 expériences. C'est clair ? Alors, quelles sont-elles, l'iconographie ? Dans le ventre de maman, dans la bonne matrice, unité cosmique, extase océanique, sensation d'une mère nature divine, des visions paradisiaques, etc. Dans la mauvaise matrice, une sensation qu'il y a une menace universelle, pensée paranoïde, des entités négatives, des sensations qu'il y a des entités négatives, sensations extrêmement déplaisantes. Et puis, je vous le rappelle, pour le fœtus, d'un seul coup, les contractions avec le col de l'utérus fermé. Je vous laisse imaginer quand même un instant la détresse de ce petit machin, comme ça. Ouais. C'est quand même, ça doit être flippant, quoi. J'en parlais il y a quelques temps avec des gens dans des expériences de hutte, de sudation, où on traverse évidemment ces 4 étapes. C'est exactement la même structure, hein. L'esprit humain connaît ça, il a retrouvé ça de tout temps. On en discutait avec des gens dans des expériences de hutte, de sudation, de la profonde envie de vérifier qu'on pourra sortir si on en a vraiment besoin. Mais le fœtus dans le ventre de maman, lui, il ne peut pas vérifier ce truc-là. Donc au moment où il vit ça, il sait qu'il ne sortira pas jamais. Alors quelle est la phénoménologie associée à cette expérience ? Sensation d'un engloutissement sans issue et sans fin. Immense souffrance psychologique et physique. Vision apocalyptique. Sensation d'absurdité de l'existence. Irréalité du réel. On pourrait rajouter ici ce que j'ai mis dans la case d'à côté. Pour ceux qui ont traversé ça, la sensation que le monde est absurde et qu'il est fait de carton-pâte, qu'il est irréel. L'expérience d'une descente dans le monde souterrain, dans les enfers, dans le royaume des morts. Alors si vous voyez des liens avec la mythologie, c'est parce qu'il y en a. Dans la 3e expérience, le col de l'utérus s'ouvre. Je ne suis pas très bon en anatomie. Hein, le col de l'utérus s'ouvre et l'enfant est écrasé pour être expulsé dans le canal de naissance. Là, des expériences de volcans, d'orages, de raz-de-marée, d'explosions, de tremblements de terre, des expériences de limites entre la douleur et le plaisir, expériences de sexualité orgiaque, de crimes et de sacrifices, de cruauté, le sabbat des sorcières, expériences d'étouffement, de pression, de surtension musculaire, de tremblements, de convulsions, de vomissements. Ça, c'est moins drôle parce que c'est un tout petit bébé quand même. L'étape d'avant n'était pas drôle non plus, sais-tu ? Oui, Bon, l'idée ici, c'est que l'étape d'avant, c'est je m'en sortirai pas, quoi. Je vais y passer en vrai. C'est la fin, quoi. Non, c'est même pas la fin, c'est pire que ça. Ça ne va pas s'arrêter. Il n'y a pas de fin. Cette étape-là, on est dans le combat. Donc normalement, c'est un peu moins flippant à cette étape-là, contrairement à ce que tu viens de proposer. Et puis, la dernière expérience, alors imaginez un instant ce fœtus qui traverse tout ça. Et puis à un moment, il sort. Alors, quelle expérience au niveau phénoménologique ? L'impression d'une décompression subite du corps,
Une décompression, le corps a été écrasé. Il décompresse subitement. Expansion spatiale, illumination, renaissance, rédemption, fraternité, faculté sensorielle augmentée, libération intense après l'anxiété d'une catastrophe imminente, appréciation de la simplicité. Voilà au niveau phénoménologique, c'est une très courte liste que j'ai faite pour ce tableau. Groff vous en dépeint des pages et des pages et des pages, avec des dessins, des répertoriés dans les hôpitaux psychiatriques où il a relevé toutes ces expériences-là. Et puis un lien avec les psychopathologies, je pense que là tout de suite, peut-être les grands traits. Sur chaque expérience, si elle est trop encodée au niveau mémoriel et qu'elle domine la personnalité, on va vers une schizophrénie, mais une schizophrénie de nature différente. Je rappelle que ce monsieur est psychiatre à la base. Des schizophrénies de nature différente, mais on ne va pas les citer là, ici. Dans la première expérience, dans le ventre de maman, qu'est-ce qu'il peut en résulter comme psychopathologie ? Ça intéressera ceux qui sont psychothérapeutes, par exemple. De l'hypocondrie, des hallucinations hystériques, la confusion entre la réalité et les rêves éveillés. Dans la deuxième expérience, sans issue, engloutissement, enfer, une forme de schizophrénie, des sentiments irrationnels d'infériorité et de culpabilité. Hypocondrie avec sensations physiques douloureuses. Alcoolisme, dépendance aux drogues. Et je dirai ça après. Dans la troisième expérience, le combat pour la renaissance, l'épreuve difficile, les dépressions maniaques, les déviations sexuelles, les troubles obsessionnels compulsifs, les tics, les bégaiements, les problèmes sexuels type frigidité, impuissance, la neurasthénie, énurésie, encoprésie. Et puis, pour les psychopathologies qui peuvent se déployer sur la dernière expérience, type de schizophrénie, je vais quand même décrire celle-là, schizophrénie avec expérience de mort-renaissance, illusion messianique, identification au Christ, symptômes maniaques et exhibitionnisme. Étonnant. Alors, ça c'est pour psychopathologie. Ça c'est pour les gens qui ont développé des psychoses sur base de ces trucs-là. Mais vous pouvez voir que dans ces listes, on retrouve de petits éléments qui peuvent traverser la vie des uns et des autres. Pour ceux qui sont accompagnants, on voit bien que les gens nous parlent de ces trucs-là. Ils nous parlent de ces visions-là, ils nous parlent de ces thèmes-là. Bon, ils ne sont pas dans des psychoses, sinon ils ne viendraient pas voir des accompagnants, ils iraient voir des psychiatres, n'est-ce pas ? Mais ils nous parlent de ces thèmes-là. Sentiment de culpabilité, carence affective dans une ambiance familiale oppressante, toc, tic, bégaiement, lié avec des aspects de violence refoulés. Oui, je donne des listes comme ça en vrac, quoi. C'est juste pour dire, il n'y a pas besoin que ce soit des psychopathologies. Des psychopathologies graves qui demandent un internement, un suivi psychiatrique. On voit que ces choses sont parfois de tout petits traits de la personnalité qui sont présents. Alors on pourrait dire, il y a les tendances, puis les névroses, puis les psychoses, puis des DSM-4, quoi. 5, DSM-5. On peut voir ça d'une autre façon, plutôt que de faire des distinctions entre je vais bien mais il y a un petit truc, je me sens mal et j'ai un grave problème. On peut dire qu'il y a des grandes tendances psychiques dans l'esprit qui, d'après Groff, sont encodées dans ces 4 expériences. Alors pour finir sur les matrices périnatales, je reviens au point clé. Vous pouvez mettre ça en lien avec ce qu'on a vu juste avant dans l'énéagramme. Cette peur, stress fondamental réémerge si on essaie de déconstruire le système de défense qui s'est construit pour la voiler. Vous voyez ? Parce que si on essaye de défaire la structure de la personnalité telle qu'elle est maintenant, et que Dieu sait qu'elle me pose des problèmes, ma personnalité telle qu'elle est maintenant, si on essaye de défaire ce truc-là qui tient pour planquer cette peur fondamentale, qu'est-ce qui surgit ? La peur fondamentale. Et là, c'est effrayant, donc non, on va remettre en place la personnalité telle qu'elle est. Pourquoi ? Eh bien parce que la dernière expérience, mort et renaissance, n'a pas été intégrée. Et du coup, nous sommes effrayés par l'idée que nous allons mourir, ce qui est complètement absurde. C'est peut-être la seule certitude qu'on peut avoir à propos du réel. Tout le reste est incertain. Ça, c'est quand même très étrange comme démarche. Mais on peut le dire comme ça et en rigoler, ça vous fait pas trop rigoler, mais enfin bon. On peut le dire comme ça et en rigoler un peu, mais émotionnellement,
Voilà quoi, mourir, on n'a pas trop envie. Or, et c'est ce que nous présente Grof, si on retourne à la racine du processus pour refaire expérience, et cette fois avec toute conscience du processus, on verra que on meurt et on renaît. Et je ne parle pas de réincarnation ici. Nous parlons de nos personnalités qui meurent pour qu'une autre naisse. Bien sûr qu'aujourd'hui, à 35 ans, je ne suis pas la personne que j'étais à 30 ans, qui est morte. Elle n'est plus là. Voilà. Et que je peux faire le deuil de ce que j'étais il y a 3 mois pour accueillir ce que je vais être demain. Enfin, c'est facile à dire tout ça. Mais à faire, c'est vachement plus compliqué. Et la proposition thérapeutique de Grof, c'est de revivre tout le processus pour se libérer des 3 premiers niveaux qui ont encodé notre rapport au monde sur base de traumas, comme nous l'avons vu, relativement terribles. J'ai presque fini ma présentation. Ce que je voulais vous présenter ici, ce n'est pas seulement l'issue thérapeutique, mais je pense que c'est important de le dire. Sinon on se dit, ouais, non, mais alors là, c'est infernal en fait son truc. Ce que je voulais présenter ici, c'est que ces 4 niveaux, d'après Grof, on n'est pas obligé d'être d'accord avec lui, ils sont présents dans l'esprit, dans chaque situation, dans des condensés d'expérience, simultanément à notre vie biographique et à des niveaux dits transpersonnels d'identification à autre chose que nous-mêmes. Ça vous va pour les matrices périnatales? Ok, sur ce, j'ai fini ce que je voulais présenter. Je dis au revoir à nos copains d'Internet. Et pour ceux qui veulent, on peut prendre tout le temps qu'on veut pour discuter. Oui. Est-ce que je peux me faire l'avocat du diable? Ah bah, bien sûr, bien sûr. Je crois que tu as eu le mérite de nous montrer de grands thérapeutes qui ont eu des expériences très intéressantes dans le cadre de leur thérapie et qui nous ont ramené des témoignages intéressants, voire des corpus. Après, il y a un problème dans l'interprétation et la généralisation qu'ils en ont fait, et tu nous l'as suggéré. Je pense que toutes ces classifications, et j'aime beaucoup Grof, et il y a beaucoup de choses très intéressantes, et il y a même un corpus chez Grof qui est peut-être plus rigoureux que chez les autres. Bon. Mais le problème, c'est que c'est pas vérifiable ni falsifiable, ce qu'il nous propose. D'où toutes ces typologies qui varient, et on pourrait en inventer d'autres encore. C'est-à-dire, c'est intéressant, ça correspond à certaines choses concrètes que les thérapeutes peuvent rencontrer, mais c'est pas... Il n'y a pas d'expérience possible, on ne peut pas trancher entre les unes et les autres. Or, par rapport aux problèmes qui sont évoqués en arrière-plan, il y a des expériences scientifiques quasiment expérimentales qui permettent de trancher. Et par exemple, pour les besoins, tu as évoqué ça avec Maslow, il y a quand même des choses qui ont été faites très précises. Ça s'appelle Harlow, qui a travaillé avec des singes, des petits singes. Et il a fait des expériences pour savoir quel était le besoin fondamental des petits singes. Donc on les met sur un fil de fer qui ressemble à une maman singe. Et dans un cas, on met des choses très agréables, très douces, des couvertures, des couleurs, etc. Et dans l'autre, on met juste le fil de fer. Et ces mêmes petits singes, certains vont être soumis à une mère froide, sans contact, sans lien affectif, si je puis dire, et d'autres avec les mères affectives. Et on voit que ceux qui sont simplement nourris avec une mère froide de fil de fer vont dépérir, alors que les autres vont beaucoup mieux se comporter. Et après, il y a toute une série de recherches qui ont été faites sur l'attachement chez les humains, dans les orphelinats, etc. C'est très documenté. Et on voit que le besoin principal du petit bébé qui vient, c'est vraiment l'attachement, c'est la figure d'affectivité. Tu as beau nourrir un petit bébé, s'il n'y a pas un lien, il va dépérir et se laisser mourir. Donc, on a un élément qu'on peut reproduire, analyser avec un énorme corpus. Là, on peut dire c'est vrai, c'est pas vrai. D'accord? Tandis que toutes ces typologies-là, elles décrivent certaines choses qui sont réelles, mais les généralisations logiques, je crois qu'elles sont toutes vraies en fait, et peut-être toutes fausses aussi, dans leur généralité. Oui. On peut en prendre certains éléments. Ce qui est intéressant, c'est comment ces thérapeutes ont eu une activité et après ils ont formulé une idée générale, ça c'est intéressant, mais c'est la limite de ces modèles-là. Je rajouterai un autre intérêt de ton exposé, c'est que c'est tout vrai, c'est tout faux, mais à la limite on s'en fiche, c'est que ça va servir de base à des pratiques thérapeutiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de thérapeutes dans le monde qui ont étudié
par cœur, qui ont été formés dans des écoles à ces différents modèles. Et ça aboutit à des pratiques. C'est-à-dire la théorie générale, qu'elle soit vraie ou fausse, aboutit à une pratique très concrète. Et pour comprendre cette pratique, pour comprendre ses effets, il faut savoir à partir de quoi elle est faite. C'est-à-dire, ces théories que tu nous as exposées, c'est pas seulement censé être le reflet d'une réalité, c'est aussi le point de départ d'une réalité thérapeutique qui va être mise en œuvre à partir de ces prémices logiques et qui va produire des différentes formes qu'il faut étudier de thérapie. Oui, je suis très d'accord avec toi. Avec le bémol que j'ai dit au tout début de la présentation d'aujourd'hui sur on enlève le mot thérapie, on dit analyse, accompagnement, rééducation de l'esprit, réorientation, tout ça, mais très d'accord avec toi. Pour moi, ce sont des cartographies pour qu'on puisse s'y repérer. Il y a plusieurs degrés d'intention dans l'hypnologie. Un de ces degrés d'intention, et c'est aussi pour ça qu'on filme, c'est de donner des grilles de lecture, et nous l'avons formulé comme ça, je pense, au début, face à un manque de fondement théorique dans la formation des accompagnants. Et je ne parle pas spécialement, obligatoirement, en hypnose ericksonienne, mais par exemple, ce qu'on dit là sur les matrices périnatales, dans les mains, c'est le cas de le dire, d'un ostéo, ça pourrait changer 2-3 trucs vu ce qu'ils font, enfin, vu ce que j'ai cru comprendre de ce qu'ils font. Donc ce sont des cartographies pour pouvoir s'y repérer. Si je reviens à l'hypnose ericksonienne, qu'est-ce que je connais le mieux, vu que c'est ça que je suis formé, c'est ce qu'on pratique dans cette école. Si on connaît un décodeur comme ça, eh bien comme le disait Erickson, travailler avec les symboles et la carte du monde de la personne. Mais quand la carte du monde de la personne est qu'elle est aussi complexe que ça et que la personne ne le sait même pas, mais qu'elle est en train de vivre dans ces niveaux-là, ça devient un peu compliqué. Donc, désolé, c'est complexe la réponse, mais enfin, l'échange. Mais l'idée, c'est plus on aura de cartes pour voir à quel point c'est compliqué l'esprit humain, à quel point ça peut être structuré de plein de manières différentes, énéatype, spirale dynamique avec niveau d'évolution, matrice périnatale, transpersonnelle, freudien, jungien, sous-personnalité, et j'en passe, plus on aura de cartes comme ça entre les mains en tant qu'accompagnant, et plus à un moment, quelque chose à l'intérieur de nous va faire « là, il y a un chemin d'accès » pour que cette personne trouve sa propre solution, tu vois. En tout cas, c'est ma croyance, quoi. Voilà. Donc du coup, en tout cas, ouais, merci pour te faire l'avocat du diable, j'aime beaucoup. C'est aussi comme ça qu'on avance tous ensemble. L'intention ici n'est pas de dire ces modèles sont des vérités. L'intention, c'est de dire ce sont des cartes, et Dieu sait qu'une carte ou une autre, selon l'échelle, une carte 2D, une carte 3D, une carte symbolique, etc., ça parle pas de la même façon du territoire. Et ce qui est important, c'est le territoire. Bref. Merci, Philippe. J'apprécie toujours autant nos échanges.